Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Petit, expert RSE chez Ipsos France, qui publie une étude internationale menée dans 30 pays sur les attentes des citoyens en matière de transition environnementale et les efforts qu'ils sont prêts ou non à faire. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la mode, comment sortir de la surconsommation et de la fast fashion qui séduit toujours plus d'ados, avec notamment le succès mondial de la marque chinoise Shine. Et puis la start-up du jour, c'est Mouvance. Mouvance et son appli qui donne envie d'agir durablement. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un tout petit peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Guillaume Petit, bienvenue. Vous êtes directeur du département Corporate Réputation et expert RSE, je le disais, chez Ipsos France. On va détailler avec vous plusieurs études même, mais notamment une étude internationale menée dans 30 pays auprès de combien de personnes d'ailleurs? C'était quoi la méthode de cette étude? Alors effectivement, comme vous le dites, on a plusieurs études. On est un groupe international, donc ce qui nous permet d'avoir vraiment une couverture géographique assez énorme. On a notamment un observatoire du changement climatique que l'on mène pour EDF depuis 3 ans, qui est réalisé dans 30 pays sur plus de 20 000 personnes, donc c'est 500 à 1000 personnes à chaque fois, dans les pays les plus émetteurs de carbone, et qui permet de suivre les évolutions et les changements des mentalités, des perceptions vis-à-vis du changement climatique, des comportements, enfin vraiment d'avoir un suivi très opérationnel. Ouais. C'est ce qu'on appelle en anglais le Global Advisor Earth Day. C'est la même chose ou c'est encore une autre étude? Alors c'est encore une autre étude. On fait plein d'études, c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qu'il faut suivre. Donc on a plusieurs études à ce sujet-là. À qui et à quoi ça sert, en quelque sorte? Qui utilise les résultats de ces études au-delà de ce que nous, médias, permet de la compréhension chez vos clients, dans les États, dans les ministères? À qui, à quoi ça sert? Mais écoutez, j'espère que ça sert au plus de monde possible, en tout cas à tous les acteurs de la transition énergétique, donc à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. L'étude EDF, encore une fois, celle-ci, elle est en open data, et ils ont créé un site internet pour mettre à disposition les données, donc les chercheurs, le monde académique peut également s'emparer. Le but étant, encore une fois, de comprendre les comportements, les perceptions pour pouvoir les changer, parce qu'il y a un gros travail à faire, on va sans doute en parler, sur les changements de perception vis-à-vis du changement climatique. Évidemment, quelle perception? Alors il y a plusieurs grands thèmes dans ces études, notamment la perception de l'engagement des gouvernements ou des entreprises. Qu'est-ce qui ressort sur ce thème-là? Est-ce qu'il y a une forme de déception, d'attente? Comment ça se passe? Alors, deux choses. Déjà, en termes de sentiments par rapport au changement climatique, quand on leur pose une liste d'adjectifs qui peut caractériser leur perception, exactement. Il y en a beaucoup qui se disent inquiets, démoralisés, donc 70%, plus de 70% inquiets. On parle d'éco-anxiété, notamment. Exactement, d'éco-anxiété. Et malheureusement, il y en a très peu qui se sentent engagés ou combatifs, c'est moins de 20%. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont inquiets face à cette situation, mais qui ne savent pas quoi faire, donc ils ne savent pas comment s'engager. Parce que le deuxième point, quand on parle de changement climatique, c'est que les gens sont un peu perdus. Ils manquent d'informations sur comment, eux, ils peuvent agir vis-à-vis du changement climatique à leur échelle. Il y en a moins de 25% qui savent vraiment ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Oui, et puis c'est intéressant sur où se situe le changement climatique dans les préoccupations des citoyens dans le monde. En France, 45% des personnes interrogées déclarent s'en inquiéter régulièrement, contre 48% en moyenne dans les autres pays. Mais c'est pas forcément, et on l'a vu aussi quand on a sondé un peu les Français par rapport aux thématiques majeures de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui une thématique qui écrase tout. Enfin, il y en a deux, il y a la guerre en Ukraine et il y a le pouvoir d'achat. Donc, est-ce que vous sentez, vous, quand même, que ça a un impact, c'est le cas de le dire, sur la dégringolade des enjeux environnementaux dans les préoccupations des personnes que vous interrogez dans ces 30 pays ou plus spécifiquement en France? Alors non, il y a une vraie tendance de fond dans ce qu'on mesure depuis une dizaine d'années sur les enjeux climatiques, c'est-à-dire que c'était vraiment pas une préoccupation importante il y a 10-15 ans, et c'est devenu une préoccupation importante. Alors pas majeure, comme vous le disiez, le pouvoir d'achat écrase tout, en ce moment, la montée des prix, mais l'environnement reste une préoccupation secondaire, tout juste derrière, très importante, et c'est devenu assez structurel. On a moins cette opposition aussi entre les catégories sociales
sociales comme on pouvait avoir fin du mois, fin du monde, les cadres versus les catégories populaires. Il y a encore des écarts, mais même dans les catégories populaires, c'est quelque chose qui est reconnu. Tout le monde perçoit, quand on le demande, le dérèglement climatique dans sa région, dans son pays. Tout le monde a cette perception-là de manière structurelle. Et l'action des gouvernements, comment elle est perçue ? Alors, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, l'action des gouvernements, des entreprises. Les citoyens, ils attendent majoritairement des actions de la part des autorités publiques. Déjà, ils ne savent pas vraiment quel est l'impact des entreprises, ils ne se rendent pas compte quel est l'impact des entreprises. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne savent pas trop si les entreprises ont assez de volonté pour agir. Donc oui, il y a une demande d'action de la part des autorités publiques, un peu de coercition, de guidage vis-à-vis des comportements des entreprises, mais aussi des citoyens. Les citoyens, c'est pas en eux qu'ils ont le plus confiance non plus pour changer les choses. Ils ont leurs habitudes et ils savent qu'il faut être guidé pour pouvoir les modifier. Oui, alors on va en parler des habitudes et des changements de comportement éventuels des citoyens, mais quand on leur demande spécifiquement, c'est l'une des questions qui a été posée, quels sont les secteurs responsables du changement climatique, c'est assez intéressant de voir, et là on est sur la réponse des Français, le top 3 des secteurs responsables du changement climatique, les compagnies d'énergie, 75%, les fabricants de voitures ex aequo avec l'aéronautique à 73%, et les transports à 70%, qui sont devant le e-commerce ou la finance, par exemple. Si on en vient maintenant effectivement à nos comportements, et c'est vraiment très intéressant. Qu'avez-vous prévu de modifier dans vos comportements pour le climat ? C'est quoi la réponse globale ? Est-ce qu'il y a, vous disiez, on n'a peut-être pas forcément le sentiment de ce qu'on peut faire. Parfois, moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est « Oh, mais bon, à quoi ça sert que je trie ? De toute façon, je suis une goutte d'eau et ça ne changera rien. » Malheureusement, déjà, il y a un manque d'informations, parce que justement, vous citez à bon escient le tri. C'est effectivement, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour lutter contre le changement climatique, les Français se trompent de gestes et nous citent le tri qui n'est de loin pas du tout le premier geste qui permet de limiter les émissions carbone. Ils méconnaissent l'impact du fait de consommer de la viande, par exemple, l'impact du fait d'isoler son logement, de moins utiliser le transport. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui permet d'agir le plus possible contre le réchauffement climatique. Donc eux, c'est vrai que le geste de tri, c'est inscrit dans les habitudes depuis très longtemps et c'est un peu la valeur refuge pour dire voilà, moi je fais mon job, exactement. Mais ce qu'on mesure depuis une dizaine d'années, c'est que ça ne bouge pas vraiment dans l'ensemble des comportements des Français du quotidien. Sur les mobilités quand même, est-ce que ça commence à évoluer, en tout cas dans le déclaratif ? Très peu même. Alors on a eu avec le Covid forcément moins de déplacements, moins de transports, donc les gens en ont profité pour dire oui, qu'ils utilisaient moins la voiture, moins l'avion, mais on voit que ça repart de plus belle et que les gens ne prennent pas forcément plus leur vélo. Il faut pouvoir les aider et leur dire que c'est simple, que c'est facile, les aider à changer leur comportement, mais quand on travaille à 40 minutes en voiture, c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce qu'il y a des perceptions ou des choix différents selon les générations quand même ? Alors là, c'est un autre enseignement aussi de notre grande étude là, pour EDF qui combat un peu cet a priori, c'est que les jeunes ne sont pas plus mobilisés que les plus âgés contre l'environnement. C'est ce qu'on va évoquer juste après dans notre débat sur la fast fashion et la mode. On en parlera. Mais... Et c'est même au contraire les plus âgés, ceux qui ont le plus de temps, qui sont le plus engagés en matière de comportement contre le changement climatique. Mais voilà, il faut avoir en tête que les jeunes ne sont pas tous des Greta Thunberg en puissance. Ils ont aussi des problématiques de pouvoir d'achat. C'est juste que par rapport aux autres problématiques, le système de santé, le système des retraites, ils sont moins préoccupés par ça que par l'environnement climatique. Donc par défaut, ça ressort plus nettement, mais pas plus que les plus âgés. Et ce qu'on appelle le climato-scepticisme, est-ce que vous l'avez évalué ? Est-ce que vous le voyez évoluer ? Oui, alors on l'évalue tous les ans dans notre observatoire et on a malheureusement encore un tiers, 34% dans le monde, donc dans les 30 pays, de climato-sceptiques. Donc dans ces climato-sceptiques, il y en a qui nous disent 10%, il n'y a pas de réchauffement climatique, et il y en a un quart qui nous disent il y a un réchauffement climatique, mais il n'est pas d'origine humaine. Donc, et ça évolue peu, et même ça évolue un peu en augmentation depuis 2-3 ans. Alors que les gens se rendent compte qu'il y a du dérèglement climatique, le climato-scepticisme ne baisse pas non plus. Il est particulièrement fort dans certains pays.
Arabie Saoudite, États-Unis, Norvège, Australie, donc quasiment parfois la moitié de la population est climato-sceptique. On remarquera que ce sont des pays souvent producteurs de pétrole, donc dans ces populations-là, il y a beaucoup de climato-sceptiques. En France, on est à 29% versus donc 34% moyenne, donc à peu près dans la moyenne. La question que je me pose toujours quand je tombe sur un contenu climato-sceptique, c'est qui est derrière, quoi, qui le produit. Alors ça, c'est pas forcément votre expertise, mais ce que vous me dites, c'est que dans l'opinion, c'est plus fort dans les pays producteurs d'énergie. Donc est-ce que ça veut dire que les contenus viennent aussi plutôt de ces continents-là ou de ces pays-là ? Pas forcément. Je pense que dans chaque pays, chaque climato-sceptique va nourrir et produire son lot de fake news qui va vivre dans cette bulle médiatique. Ouais. Est-ce qu'il y a, alors ça je crois que c'est dans l'étude Global Advisors Day, est-ce qu'il y a des pays ou des continents où le changement climatique est d'ores et déjà perçu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Avec donc une prise de conscience plus forte. Oui, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays de l'hémisphère sud, où on a quasiment la totalité de la population qui nous dit oui, je ressens les effets du dérèglement climatique, mais j'ai envie de dire c'est vrai dans le reste du monde, c'est les 2/3 en Europe, en France aussi, donc tout le monde en fait ressent les effets du dérèglement climatique. Pour autant, ils vont pas forcément vouloir agir ou dire que c'est à cause des activités humaines. Et donc ça pose la question encore une fois de nos comportements. Merci Guillaume Petit, c'est justement ce dont on va parler tout de suite avec notre débat sur la mode et la surconsommation. Le débat de Smart Impact tout de suite avec Marguerite Delacroix, bonjour. Vous êtes responsable achat de Closet, et Caroline Ménager, bonjour, cofondatrice de Pixpay, responsable du Teenage Lab. C'est quoi Pixpay ? Alors Pixpay, c'est une carte de paiement pour les ados dès 10 ans, copilotée par 2 applications. Une application pour l'ado, qui va lui permettre de suivre son budget en temps réel, et une application miroir pour le parent, qui va lui permettre d'accompagner son ado dans l'apprentissage de la gestion d'un budget. Notre enjeu, c'est vraiment d'apprendre aux ados à gérer leur budget au quotidien avec un outil moderne et bien pensé, conçu pour les familles. Et le Teenage Lab ? Alors le Teenage Lab, c'est un laboratoire d'analyse qu'on a lancé, partant des données de nos 100 000 ados utilisateurs, qui nous permet vraiment de comprendre les tendances de consommation des ados aujourd'hui et de voir qui seront les consommateurs de demain. Et voilà, et ça va être passionnant parce que ça va nous permettre de scruter les comportements, notamment en matière de mode et d'achat de vêtements. Marguerite Delacroix, c'est quoi The Closet ? Alors, le Closet, c'est un site de location de vêtements. C'est un dressing partagé qui permet à nos 12 000 abonnés de louer des vêtements sous forme de box et comme ça de changer ses vêtements au quotidien avec un impact limité en écologie. Oui, donc le Closet, c'est vraiment un outil d'économie circulaire, on peut dire ça, quoi. Exactement, c'est vraiment un outil d'économie circulaire. Notre objectif, c'est vraiment de proposer des vêtements et les faire durer le plus longtemps possible, les faire qu'ils soient portés le plus de fois possible par nos abonnés, avec une volonté d'avoir un impact vertueux sur la mode. Caroline Ménager, vous avez donc mené plusieurs études, mais notamment une étude sur l'impact carbone des habitudes de conso des adolescents. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort pas mal de choses. Aujourd'hui, on voit que les marques les plus consommées par les adolescents sont des marques très connues et très mondialisées, comme McDonald's, Shein, AliExpress, Apple, donc des grosses marques. Et aujourd'hui, un tiers de la consommation de l'impact carbone des adolescents, c'est la mode. Donc c'est quelque chose de très, très fort, alors que c'est seulement 10% de leurs dépenses. Donc on voit que la mode a un vrai impact très, très important sur l'écologie. Et la mode, c'est un peu le paradoxe. Alors juste avant, on était avec un représentant de l'Ipsos pour dire, finalement, il faut se méfier des clichés générationnels sur les comportements écolo ou pas. Mais est-ce que la mode, c'est un peu le paradoxe de la génération écolo, quoi ? Alors complètement. C'est-à-dire que c'est une génération qui est à la fois très sensibilisée à ces sujets d'écologie, qui, je pense, l'est significativement plus que les générations précédentes. En revanche, c'est une génération qui, de facto, consomme plutôt moins bien, de manière moins durable aujourd'hui que leurs aînés. Donc c'est une génération qui est sensible aux promos, qui va surconsommer pendant les soldes par rapport à leurs aînés. Donc c'est vrai que c'est compliqué
pour les adolescents aujourd'hui et les jeunes de manière plus générale de concilier à la fois leurs ambitions écologiques et la réalité de leur quotidien, où finalement ils ont des petits budgets, ils n'ont pas forcément le loisir d'aller acheter sur des marques éco-responsables, notamment dans la mode. Donc c'est très compliqué de concilier ça. C'est pour ça que des solutions comme Le Closet aujourd'hui, je pense des solutions très intéressantes pour les ados, ou comme Vinted, qui est un marchand assez important chez nous. Donc voilà, ils essaient de concilier. Quand ça marche et qu'on peut concilier budget et écologie, ils le font, mais ça ne marche pas à tous les coups. Marguerite Delacroix, comment vous l'analysez ça, le fait que finalement les prix bas, le dernier vêtement tendance, ce soit plus fort? Bon, on est tous avec nos contradictions, on n'est pas des consommateurs, enfin voilà, on n'est pas là pour donner le son, mais que ce soit souvent plus fort que l'engagement environnemental. Comment vous l'analysez ça? En fait, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que les femmes ont un rapport avec la mode hyper important. C'est-à-dire qu'un vêtement va avoir un rôle social pour elles. Ça a un rôle social quand elles sortent entre copines, quand elles vont au travail, quand elles vont à l'école. Et en fait, c'est difficile pour cette génération d'oublier ce rôle social du vêtement. On ne peut pas effacer ça du jour au lendemain. Et c'est là où il y a des alternatives qui sont super importantes et super intéressantes, qui sont la seconde main, par exemple, ou la location que nous, on propose. Et en fait, avec une solution de location, c'est pas une solution miracle, c'est juste qu'on va permettre aux nouvelles générations qui ont un sens des responsabilités assez fort de continuer à avoir un choix de vêtements, d'essayer des styles, d'avoir cette importance du vêtement dans leur vie, mais tout en essayant de réduire l'impact nocif de cette industrie. Oui, donc c'est ne pas perdre le rôle social du vêtement, le plaisir aussi à s'habiller, à suivre éventuellement la mode, tout en étant le plus vertueux possible. Je mets là aussi des guillemets dans son comportement. Exactement. Oui. Et par exemple, l'autre jour, on avait un mail d'une abonnée qui était une abonnée de longue date, qui déménageait. Donc malheureusement, elle devait mettre fin à son abonnement. Et elle nous a dit, vous m'avez accompagnée psychologiquement pendant toutes ces années. Vous avez été mon psy grâce aux vêtements, grâce à la possibilité d'avoir des styles différents, etc. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous, on a une solution qui répond à ce besoin et qui permet également de faire durer le vêtement le plus longtemps possible. Mais alors, je retiens ce que vous dites, mais en même temps, et on rejoint le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dit, et on en est certainement tous convaincus, il y a un rôle social du vêtement, donc quand je dis rôle social du vêtement, on lui donne de l'importance. Et en même temps, quand une marque comme Shein propose 6000 nouvelles références par jour, c'est du jetable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est totalement contradictoire. Oui, c'est totalement contradictoire, effectivement. Oui. Non, mais ça marche. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je cherche à trouver la contradiction dans nos comportements. C'est-à-dire qu'on dit un rôle social du vêtement et en même temps on est prêt à acheter pour des marques qui font du vêtement jetable. Oui, parce que c'est compliqué d'aller concilier cette ambition qu'on a et un marketing qui va être omniprésent. C'est dur de refuser 6000 vêtements qui sont qui commencent à 3 €, enfin des prix qui sont tellement imbattables que ça n'en a même plus de sens. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué et c'est aussi notre rôle aussi d'adultes de leur donner des clés pour qu'ils puissent consommer mieux et différemment. Vous, dans les études que vous avez menées, vous voyez le poids de ces enseignes de fast fashion? Totalement. Et notamment Shein que vous citiez, c'est une marque qui explose complètement. Alors c'est marrant, les adultes que nous sommes connaissent... Je vais vous avouer, je ne connaissais pas. Exactement, ne connaissent pas Shein. C'est en préparant l'émission que j'ai découvert Shein. Et c'est dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le deuxième marchand des adolescentes françaises après McDonald's. C'est colossal et c'est passé... en dessous du radar, c'est en train d'exploser. Et je pense que l'effet Covid, confinement, achat en ligne a aussi fait exploser ce type de consommation. Ce chiffre que j'ai trouvé dans votre étude, alors moi je disais Shein, mais effectivement Shein, parce que c'est un géant chinois, je comprends, pèse à lui seul 12% du total de CO2 émis par les ados, et même 22% du total si on féminise, enfin on parle du CO2 émis par les adolescentes. C'est quand même vertigineux. Je vous avoue, quand je suis tombée sur ce chiffre, j'étais absolument choquée. Et pour autant, notre rôle... Moi, je ne juge pas les adolescents, quelque part, c'est leur consommation. On n'est pas là pour donner des leçons, quoi. Non, et ce n'est pas du tout mon objet, mais moi, mon enjeu, et notamment chez Pixpay, c'est de leur donner des clés pour comprendre leur consommation et pour
peut-être, petit à petit, voir comment consommer mieux. Donc typiquement, sur chacune des dépenses qu'un adolescent va faire avec sa carte PixPay, on va pouvoir avoir une visibilité sur l'impact carbone de chaque transaction. Et on va proposer à l'adolescent des marchands alternatifs lorsque c'est possible, lorsqu'il en existe, ce n'est pas toujours le cas. Et on va le comparer. Il va pouvoir se comparer aux autres jeunes de son âge et de sa génération pour voir si il est plutôt au-dessus, en dessous. Mais voilà, nous, on lui donne des clés pour mieux consommer. Et alors, si on est dans ce secteur de la mode, c'est quoi les alternatives ? Il y a le closet, mais quels conseils vous donnez finalement à vos clients qui sont confrontés à cette puissance marketing d'une marque comme Shein ? Très clairement, effectivement, les marques éco-responsables de première main restent encore sur des budgets qui ne sont pas gérables pour des ados. Quand on a 30 € d'argent de poche par mois, on ne peut pas le faire. C'est juste pas possible. Donc effectivement, nous, nos conseils, ils sont vraiment aussi de se tourner vers des solutions de seconde main comme Vinted qui marchent vraiment extrêmement bien chez les ados. Tout un tas de sujets, et à la fois chez les garçons et chez les filles. Et chez des solutions comme le closet, même si je pense que c'est peut-être plutôt sur des plus jeunes adultes que des adolescents aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des choses qu'on doit leur montrer. Alors justement, c'est quoi, Marguerite Delacroix, votre cible ? Qui sont les clients de Le Closet ? Alors nous, ce qui est assez intéressant, c'est que notre cible de base, effectivement, elle est un peu plus âgée, c'est plutôt la femme entre 30 et 40 ans, sauf qu'on voit depuis plusieurs mois, et en fait vraiment depuis le Covid, que ça devient intergénérationnel, où en fait on a beaucoup de mamans qui vont finalement prendre des abonnements pour leurs enfants aussi, et vice-versa. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui vont conseiller ça à leurs parents, à leurs mamans. Donc c'est très intergénérationnel. Il y a de plus en plus de femmes, mais effectivement qui ont plutôt 25 ans, qui vont s'abonner avec leur premier salaire. Ça, c'est vraiment un comportement qu'on voit avec un objectif de consommer différemment. Ce dialogue intergénérationnel, c'est aussi votre... nous, c'est notre credo. C'est votre credo, Complètement. puisque vous disiez la carte, elle est en miroir chez les parents, c'est ça ? Complètement. Nous, on pense que, en fait, apprendre à gérer un budget, c'est pas facile, et qu'on a besoin de l'accompagnement des parents. Alors après, pour les parents, parfois, c'est pas facile non plus de se dire mais comment je fais en fait pour lui enseigner. Donc c'est vrai qu'on a dans l'application intégré plein de fonctionnalités qui sont à la fois ludiques et pédagogiques et qui permettent de créer du lien entre le parent et l'ado. Par exemple, le parent va pouvoir programmer des missions dans l'application, tourne la pelouse ce week-end, l'ado va faire ça, récupérer de l'argent. Donc il y a vraiment une envie de co-construire cette éducation budgétaire. Et alors, en dehors des vêtements, on a bien compris que c'était un peu un monde à part pour cette génération qu'on appelle la génération Z. Elle reste une force motrice de l'économie circulaire ou pas ? Comment vous l'analysez, vous ? Oui, je pense que c'est une génération qui a un potentiel justement à faire bouger les générations précédentes. Exactement. Il y a beaucoup de discussions. Je vois quand Marguerite dit il y a une relation entre maman et fille. C'est vrai dans un sens descendant, c'est aussi vrai dans un sens ascendant. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup d'ados qui vont tirer leurs parents vers des comportements plus vertueux sur certains sujets quand ils y sont sensibilisés. Que ce soit le recyclage, les mobilités douces. Qui est un sujet aussi qui est très sensible et très important chez les ados. Dernière question sur l'effet inflation. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que ça incite des clients ou des clientes à se tourner vers une solution de location ? Complètement. On voit vraiment un engouement pour notre type de solution qui permettent de consommer de la mode dans un budget maîtrisé. Nous, on n'a pas augmenté nos prix avec l'inflation pour le moment, en tout cas. Et en fait, nos abonnés savent qu'elles vont pouvoir accéder à des marques haut de gamme à un prix hyper fixe qui commence à 39 €. Donc, c'est très, très maîtrisable. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'était passionnant. On passe tout de suite à Smart Ideas avec une start-up qui s'appelle Mouvance. Bonjour Anassem Basso, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Mouvance, créé en 2020. Avec quelle idée, c'est quoi Mouvance ? Mouvance, c'est une application pour les particuliers, pour les entreprises, pour permettre à tous ceux qui sont soucieux de leur empreinte carbone liée à la mobilité, d'agir sur leur empreinte carbone de façon fun, ludique, durable. Et de bénéficier de plein d'avantages. Donc Mouvance. Donc c'est quoi ? C'est une appli, c'est ça ? C'est une application, tout à fait. C'est une application mobile qui automatiquement va calculer l'empreinte carbone
liés à votre mobilité. Donc vous prenez votre vélo, vous prenez votre voiture, vous prenez des moyens de transport de manière générale. Donc automatiquement, grâce à une intelligence artificielle, Mouvance va calculer votre empreinte carbone liée à la mobilité. Plus vous vous déplacez, plus vous gagnez des points. Et plus vous allez vous déplacer de façon éco-responsable, plus le nombre de points va être plus important. D'accord, donc il y a des récompenses après? Ce sont des récompenses, donc on gagne des points qu'on appelle nous des moves, qui vont vous donner accès à des offres exclusives, donc pour avoir accès à des services de mobilité éco-responsables, et aussi pouvoir financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique, des projets écologiques. Donc on a aujourd'hui donc un partenaire comme Planète Urgence, donc avec les points que vous allez gagner, de pouvoir par exemple planter des arbres, ou financer des projets de déforestation, de lutte contre la déforestation, etc. Ou des projets aussi pour financer des projets donc, pour la préservation des abeilles ou des choses comme ça. D'accord. Donc c'est quoi? D'une certaine façon, c'est un peu un guide aussi pour comprendre son impact et éventuellement changer son comportement? Exactement. Donc on est parti Mouvance, on l'a créé pour... on sait tous, on a tous aujourd'hui en France conscience et en Europe conscience des enjeux climatiques, mais et on sait souvent ce qu'il faut faire. Mais c'est tout est de la question, c'est comment je passe à l'action. Et Mouvance, c'est une réponse à ça. Il suffit finalement de télécharger l'application et de se laisser embarquer dans une découverte et de pouvoir changer son comportement de façon vertueuse et sans effort apparent. Ouais. Donc moi, par exemple, j'ai une voiture hybride, je vais rentrer le modèle, la date de fabrication, enfin, etc., juste votre immatriculation, automatiquement, nous, on va chercher les caractéristiques de votre véhicule. Et donc, automatiquement, on sait calculer l'empreinte carbone liée à votre mobilité quand vous prenez votre voiture. Et vous allez me conseiller de faire du vélo électrique, évidemment, ou du vélo, parce que moi, ma voiture hybride, elle est très ancienne, donc je sais bien qu'elle consomme beaucoup. C'est quoi votre modèle économique? Comment Notre vous gagnez de modèle l'argent? économique, donc on a trois sources de revenus. Donc, la première, Mouvance se veut aussi facilitatrice de cette transition écologique liée à la mobilité. Et donc, il y a demain, Mouvance sera un peu cette première marketplace des mobilités. Ça, c'est le premier, donc une source de revenus qui sera liée à ça. La deuxième, c'est lié à des assurances embarquées donc, dans l'application. Donc, nos utilisateurs vont pouvoir bénéficier de couverture de risques adaptées à leur mobilité. Et la troisième source de revenus, c'est lié au B2B. Donc, l'application, on la met à disposition d'entreprises qui veulent mesurer l'empreinte carbone liée à la mobilité de leurs salariés, que ce soit pour les trajets domicile-travail, mais aussi pour leurs activités. Et donc là, c'est aussi une source de revenus pour nous. Ouais. Avec des partenariats aussi que vous avez signés avec des acteurs de la mobilité, lesquels et pourquoi, on peut peut-être les citer? Donc on a notre plus grand partenaire, même si on n'a pas encore d'offres pour nos utilisateurs, c'est la SNCF, donc qui nous mentor et qui est un peu notre marraine sur Mouvance, et avec qui d'ailleurs on est à la Vivatech la semaine prochaine. Après on a des partenaires donc, auprès duquel vous pouvez aujourd'hui bénéficier d'avantages chez Mouvance, qui sont donc, comme DOT, Cityscoot, Noil, avec qui donc, on vient de signer notre partenariat, et avec aussi d'autres partenaires que vous retrouverez sur l'application. D'accord. Vous avez levé un peu plus d'1 million d'euros, 1 150 000 euros. Oui. Pour quelle stratégie de développement? Qu'est-ce que vous en faites? Donc là, on a financé Mouvance sur fonds propres, donc avec un startup studio qui s'appelle Equinox jusqu'au fin décembre de l'année 2021. Et donc on a bouclé notre premier financement le 1er janvier, celui que vous venez de citer, donc auprès principalement de business angels, dans le domaine de smart cities, du domaine assurantiel, écologique, et pour aller sur le marché. Donc on a mis Mouvance sur le marché le 22 avril, et là on est d'ores et déjà en train de préparer la prochaine levée de fonds qu'on essaiera en tout cas de mener en septembre-octobre, tout en allant chercher toujours en tout cas de la smart money. Merci beaucoup, bon vent à Mouvance. Merci à toutes et à tous. Je remercie très vite Joséphine Dacoury, Hugues Sabatier, Kelly Dellenbach, Héloïse Merlin, Michael Fristo. Salut.